Bienvenue à toi dans mon podcast. Je m'appelle Mariam Gaderi et chaque semaine on se retrouve pour grandir et apprendre ensemble à vivre une vie heureuse et épanouie. Ici on parle de développement personnel avec des invités inspirants qui ont des histoires à raconter et de la sagesse à partager en masse. Si tu cherches des idées, des outils ou de l'inspiration pour reprendre le pouvoir sur ta vie et devenir la meilleure version de toi-même, alors t'es au bon endroit. Je te souhaite une très belle écoute. Bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, notre invité s'appelle Dorian, entrepreneur dans l'âme, créateur de contenu sur les réseaux sociaux. Il nous donne des astuces et des conseils pour se lancer dans l'entrepreneuriat, pour prendre le risque de disrupter sa vie et de vivre son rêve. Je vous invite à suivre Dorian sur les réseaux sociaux. Son pseudo, c'est Follow Dorian. Si l'épisode vous a plu et si certains moments ont résonné avec vous, n'hésitez pas à nous mettre un petit commentaire sous la vidéo. Ok, trop bien. Merci Dorian d'avoir accepté mon invitation. Je suis trop contente que tu sois là. J'aimerais bien qu'on commence le podcast avec une petite question sur ton parcours et sur le fait que tu es vraiment un entrepreneur, tu as l'air d'avoir toujours été intéressé par l'entrepreneuriat. Est-ce que quand tu étais plus jeune, tu te voyais travailler dans une boîte ou en fait tu t'es toujours senti un petit peu appelé par l'entrepreneuriat ? Déjà, merci de me recevoir. Ça avec fait plaisir. trop plaisir d'être là avec toi pour discuter aujourd'hui de tout ça. Moi aussi. C'est une question qui revient souvent, c'est-à-dire que dans l'entrepreneuriat, on parle beaucoup de déclic. Ouais. Quand est-ce que tu as eu le déclic de l'entrepreneuriat ? Moi, ça, honnêtement, j'y crois pas. Tu crois pas à ça ? C'est intéressant. J'y crois pas, et puis mon approche a été un peu différente. C'est-à-dire que, moi, j'ai eu beaucoup de chance, j'ai eu un père entrepreneur. C'est-à-dire que mon père a créé son entreprise il y a 40 ans, et j'ai vu ce que c'était que de vivre de sa passion au quotidien. Avec tous les ennuis que ça peut procurer, mais aussi avec l'énergie folle que ça te donne, parce que tu sais que tu travailles pour toi. Ouais, c'est vrai. Moi, quand j'étais enfant, à l'école, j'étais extrêmement malheureux. Je m'ennuyais beaucoup. Et je détestais la hiérarchie. T'aimais pas l'autorité ? C'était impossible pour moi. Ah, c'est vrai ? C'était vraiment très dur. Ok. Et du coup, j'ai vite compris qu'en fait, le métier d'entrepreneur, ça me plairait bien. Parce que déjà, tu t'ennuies pas. Ouais, c'est vrai. Moi, je dis souvent que je préfère les ennuis à l'ennui, en Ah général. oui, ça, j'aime beaucoup cette phrase. Elle est pas mal, celle-là. Ouais. Elle est pas de moi, mais elle est pas mal. Ouais. Et donc, je préfère passer ma journée à éteindre des feux plutôt que de regarder le plafond à rien faire. Et, c'est très vrai. C'est très vrai. Et le fait de ne pas avoir de patron, pour moi, c'est important. Est-ce que tu as déjà eu un patron ? Jamais. Jamais ? Jamais. Oh, c'est fou. Alors Jamais. du coup, tu as eu vraiment l'expérience purement entrepreneuriale. Ouais, complètement. Depuis le début. Moi, philosophiquement, j'ai eu toujours du mal avec l'idée qu'on donne de son temps de vie au projet de quelqu'un d'autre. Ou du moins au rêve de quelqu'un d'autre. On peut avoir des super patrons. On peut avoir des gens qui nous inspirent, qui nous mentorent, qui nous apprennent plein de choses. Et j'ai pas du tout envie de cracher là-dessus. Ouais, c'est vrai. Mais quand tu regardes la majeure partie des cas, les gens sont pas heureux dans leur boulot actuellement. Ouais, c'est vrai. En fait, je pense que... En tout cas, moi, de mon expérience, de ce que j'ai vécu, j'ai jamais eu... Non, d'ailleurs, est-ce que j'ai déjà eu un patron qui était inspirant et qui m'a... Je pense pas que j'ai eu vraiment un patron qui m'a inspiré à vraiment... on va dire être un petit peu, pour être cliché, mais être la meilleure version de moi-même ou me donner. Ou... Tu vois, j'ai pas eu vraiment cette expérience-là. Mais je pense que ça existe. Je pense qu'il y a des patrons ou des entrepreneurs, justement, qui veulent inculquer ça dans leur entreprise et dans leur culture d'entreprise. C'est sûr qu'il y en a. Et puis aujourd'hui, c'est nécessaire. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu veux que les gens travaillent avec toi, il faut que tu sois inspirant. Exactement. Et il faut que tu les fasses grandir. Parce que sinon, ils s'en vont, ils vont voir ailleurs. Ouais, c'est ça, exactement. Et ça, c'est clair. T'as eu quoi comme expérience avant ? Moi, j'ai eu une expérience... j'ai travaillé... Alors, après l'université, j'étais super pressée de travailler. Je voulais pas faire de master et tout. J'ai fait un bachelor économie et business à Londres. Et puis ensuite, je suis revenue à Paris. Et puis... Bon, la mentalité anglophone aussi, tout le monde commence à travailler très vite. Tu vois, moi, clair. Mes camarades de classe, ils étaient... après l'université, tout de suite, ils travaillaient en banque, etc. Mais du coup, je me suis dit, moi aussi, il faut que je commence à travailler. Et j'ai postulé. À Paris, j'ai pas trouvé de job parce que justement, je pense qu'à Paris, il y avait un peu ce truc de t'as fait qu'un bachelor, équivalent d'une licence, t'as pas encore de légitimité à travailler et tout. Et donc, j'ai postulé ensuite à Dublin et j'ai eu un job dans un cabinet qui s'appelle... Oui, j'ai le droit de le dire, je t'entendrai. Est-ce que j'ai le droit de le dire Gerson Lehrman Group. Okay. Et en fait, c'est une boîte américaine qui met en relation justement des cabinets de conseil du type
McKinsey, Bain, etc., avec des experts. Avec des experts. Voilà. Ouais. Et en fait, j'ai travaillé là-bas presque 1 an. Et mon manager, tu vois, c'est intéressant parce que mon manager, c'était quelqu'un de très humain, mais j'étais pas non plus inspirée. Si je me posais la question, est-ce que j'aurais envie d'être comme cette personne dans 20-30 ans ? Ouais. La réponse, c'était automatiquement jamais de la vie. Certainement pas. Certainement pas, Ouais. tu vois. Et j'étais très angoissée à ce moment-là. Je me rappelle que j'avais tellement d'angoisse en me disant... Qu'est-ce que je vais faire de ma vie ? J'ai l'impression que c'est pas fait pour moi, ce genre de job, mais du coup, qu'est-ce qui est fait pour moi et tout, tu vois ? C'est drôle parce que moi, je me suis posé un peu la même question au moment où j'étais à HEC. Ouais. C'est-à-dire qu'à HEC, moi, je suis arrivé en Master 1 sur le programme Grande École. Et en fait, dans le programme Grande École, tu as 1 année de cours sur le campus, tu as 1 année de stage, de césure pro, et tu as 1 année de spécialisation. Et justement... pendant l'année pro, moi j'ai fait le choix de ne pas partir en banque, de ne pas partir en conseil, de ne pas partir dans une grosse boîte. Le choix que tous mes potes ont fait. Et honnêtement, c'était pas très populaire. C'est-à-dire que j'étais un des seuls à HEC à avoir choisi cette voie-là. Comment ça se fait que tu aies choisi cette voie-là ? En fait, moi je suis curieuse de savoir, quand la plupart des gens autour de toi prennent une voie, en général, on est très influencé. On se dit, tu vois, même moi j'étais influencée. Quand je suis sortie de l'université, je me suis dit, tous mes amis vont commencer à travailler tout de suite. J'ai pas envie de perdre de temps, je vais faire comme eux, je vais travailler tout de suite, tu vois. Honnêtement, c'était pas un choix très raisonné ou raisonnable. C'est juste que j'étais extrêmement impatient. T'étais impatient. C'est-à-dire que j'avais envie d'avoir du temps pour créer mes projets à moi, pour lancer mes idées. J'en avais beaucoup en tête. Et j'étais ravi d'avoir cette opportunité-là. Tu vois, il y a un truc qui me vient en tête là pendant que tu parles, c'est que j'ai l'impression que la plupart des entrepreneurs sont très impatients et en même temps patients sur le résultat. C'est clair. Donc très impatients sur le process, on a besoin de prendre des actions, on a besoin d'aller vite, on va pas perdre de temps. Donc impatient dans le bon sens du terme où t'attends pas que ça se passe, mais patient dans le résultat que ça va donner. C'est clair, mais tu verras que les entrepreneurs, en fait, ils sont bourrés de paradoxes. Il y a même un truc qu'on appelle la schizophrénie de l'entrepreneur. C'est vrai ? La schizophrénie de l'entrepreneur, c'est justement... c'est typiquement, je vais donner un exemple tout bête. Un entrepreneur, il doit être autant dans l'émotion que dans la raison pure. L'exemple tout bête, c'est que le jour où tu parles à un investisseur pour qu'il te passe 100 000, 200 000, 500 000, 1 million d'euros pour construire ta boîte, il faut que tu sois dans la raison pure. Il faut que tu lui expliques de manière raisonnée pourquoi c'est une opportunité pour lui d'investir. Quand tu bosses avec ton équipe ou que tu vas recruter quelqu'un, là, tu es sur le thème de l'émotion. Parce qu'il va falloir que tu puisses connecter avec les gens que tu as en face de toi. Et c'est quelque chose qui est extrêmement dur. Et en fait, on le voit à plein de niveaux chez l'entrepreneur. Tu as ça sur le conflit raison versus émotion. Tu as ça sur la vision macro et la vision micro. C'est-à-dire qu'un entrepreneur, il doit être conscient du monde dans lequel il vit, avec une vision extrêmement macro. Quels sont les grands équilibres ? Vers quoi le monde va ? Qu'est-ce que je peux proposer comme service qui soit dans l'air du temps et qui soit toujours aussi pertinent dans 5 ans, 10 ans, 15 ans ? Et il doit être très précis à un niveau micro de typiquement quel est le besoin de la personne que j'ai en face de moi. Le jour où il va recruter, mais imaginons que je lance une boîte pour faire du podcast. En fait, je vais te poser les questions de quels sont tes besoins aujourd'hui vis-à-vis du podcast. Est-ce que tu as besoin d'éditer tes podcasts plus vite ? Est-ce que tu as besoin d'avoir accès à du matos facilement ? Est-ce que tu as besoin d'un endroit dans lequel tu peux filmer ? Et justement, il faut être très micro et en même temps très macro. Et au niveau du podcast, typiquement, la vision macro, c'est aujourd'hui, le podcast, c'est une industrie à 15 milliards. Ça vaudra 150 milliards dans 8 ans. Donc c'est une industrie qui est en train d'exploser. Totalement. Et donc tu te dis que là, il y a peut-être quelque chose à faire, tu vois. Ouais, c'est clair. Et donc tu alternes toujours entre deux extrêmes, deux contrastes. Et il faut être, je pense, extrêmement à l'aise quand tu es entrepreneur avec ça. Avec le fait qu'il n'y a pas de choses définies. Et il va falloir que tu sois extrêmement agile et que tu bouges très rapidement. C'est vrai que je trouve ça intéressant, cette idée de paradoxe et de... Schizophrénie de l'entrepreneur. Schizophrénie de l'entrepreneur. Tu vois, c'est ce que je disais là dans le podcast précédent avec Solène, c'est que j'ai entendu ça de Alex Hormozy, je sais pas si tu vois qui c'est. Pas du tout. C'est un entrepreneur américain. Ok. Et il parlait du fait qu'un entrepreneur, il a souvent trois qualités. Enfin, je sais pas si on peut appeler ça des qualités, mais des traits plutôt. 3 traits de l'entrepreneur. Et il disait que un entrepreneur, c'est quelqu'un qui doit savoir contrôler ses impulsions. Donc, être un peu dans le contrôle, dans la discipline, dans le contrôle. C'est quelqu'un qui, en général, paradoxalement, du coup, se sent pas assez bien. Donc, a des choses à prouver. Et en même temps, a totalement confiance en sa capacité à pouvoir
y arriver, à l'éprouver, tu vois. Ouais. Et donc, c'est un peu moi, je trouve que c'est assez paradoxal et intéressant, tu vois, le fait de se dire, bah, je suis entrepreneur aussi parce que j'ai besoin de prouver certaines choses au monde, et en même temps, j'ai totalement confiance en ma capacité à le faire, tu vois. T'as un point essentiel, je trouve, chez l'entrepreneur, c'est l'ego. L'ego, ouais. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu te dis, le monde, il n'est pas comme il devrait être. Moi, j'ai envie de le changer. J'ai envie d'apporter une pierre différente à l'édifice. Je pense qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Et moi, je vais apporter la solution. Ça demande beaucoup d'ego déjà de pouvoir penser comme ça. C'est pas l'ego malsain que tu vois partout. Ouais. C'est de l'ego assez sain. C'est de se dire, j'ai confiance en moi, sur ma vision du monde. Ouais. Je trouve qu'il y a un problème là. Et j'ai confiance en moi dans ma capacité à apporter une solution à ce problème-là. Ouais. Le sujet de l'ego chez les entrepreneurs, c'est un énorme sujet. Parce que ça, c'est de l'ego positif, mais tu as aussi beaucoup d'ego négatif. Alors, toi, tu penses qu'il y a Ça, c'est intéressant parce qu'il y a tellement différents points de vue sur l'ego. Toi, tu penses qu'il y a un ego positif et un négatif ? Bah, c'est peut-être pas aussi binaire que ça, mais typiquement, tu as un sujet d'ego chez les entrepreneurs c'est quelque chose qu'on voit très fréquemment chez les jeunes entrepreneurs. C'est qu'ils vont pas s'entourer de gens qui sont meilleurs qu'eux. Ah ouais, parce que ça les menace. Alors et pourtant, c'est la chose à faire. La clé, c'est de réussir à se mettre de côté, à mettre de côté cette partie de l'ego-là, et d'aller chercher des gens qui sont bien meilleurs que toi, évidemment. Et ça, c'est dur à faire. C'est dur à faire parce que tu doutes en permanence que tu as la bonne solution, que tu es la bonne personne. Et donc, parfois, ton ego, il se met comme un mécanisme de défense pour qui te va te protéger. protéger. Et en fait, c'est terrible. C'est vrai que j'ai remarqué ça, en fait. Je trouve que c'est vraiment un point essentiel d'un entrepreneur qui va réussir, c'est justement cette capacité à s'entourer de gens meilleurs que lui. Enfin, entrepreneur ou pas, d'ailleurs, je pense que quand on veut réussir dans quoi que ce soit, on a besoin de s'entourer de gens qui sont meilleurs que nous. Même quand on réfléchit, par exemple... je sais pas moi, des artistes qui sont passionnés de musique, bah, ils ont besoin d'une équipe autour d'eux qui sont meilleurs qu'eux dans certains domaines. On peut pas être le meilleur dans tout. Mais c'est vrai que notre ego, il peut nous protéger. Et puis, c'est aussi peut-être lié au syndrome de l'imposteur. Est-ce que je suis la bonne personne ? Est-ce que les gens vont vouloir m'écouter ? Est-ce que moi, j'ai la solution au problème que j'essaye de résoudre ? En fait, tu as un niveau d'attente qui est tellement haut. L'entrepreneuriat, c'est donnez-moi de la boue et j'en ferai de l'or. Ouais, c'est ça. C'est extrêmement compliqué. C'est très compliqué, C'est très, très compliqué. Et donc, tu te confrontes à des choses qui sont extrêmement dures, donc tu doutes énormément. Toi, tu as un niveau d'ambition qui est... Enfin, en tout cas, on le voit chez les entrepreneurs, qui est assez hallucinant, de se dire, je vais changer le monde de telle façon. Changer le monde, c'est pas une tâche facile. Ah, c'est pas facile du tout. Et donc, oui, tu te sens constamment comme un imposteur. Oui, tu doutes constamment. Oui, parfois, tu dors mal. Mais ça fait partie du jeu. Ça fait partie du jeu, ouais. Est-ce que tu dirais qu'un entrepreneur... contrairement peut-être à quelqu'un qui va préférer être salarié, ou est-ce que tu dirais que c'est quelqu'un qui triomphe dans le stress ou dans les situations de crise ou dans les situations et quelqu'un qui voit la résolution de problèmes presque comme un jeu plutôt que comme une fatalité qui nous définit? C'est intéressant comme question. Je pense que c'est une compétence très très utile et que si t'as pas ça, tu vas pas mal souffrir. Ouais. Est-ce que tu penses que c'est une compétence qui se développe ou qui est innée chez un entrepreneur ? Moi, je suis extrêmement optimiste là-dessus. C'est-à-dire que moi, je suis convaincu que n'importe qui peut faire n'importe quoi s'il s'en donne les moyens, s'il a envie d'apprendre et s'il est prêt à affronter la peur. Ouais. Donc, pour moi, c'est pas un sujet entrepreneur, on le devient. À moins d'avoir grandi dans un background vraiment spécifique qui te destinait à être entrepreneur. Des entrepreneurs qui l'étaient à la naissance, j'en connais pas beaucoup. Ouais, moi non plus. Mais c'est vrai que je me demande, est-ce que tout le monde est capable d'être entrepreneur, à ton avis ? Je pense. Ouais. Je pense que tout le monde n'en a pas envie. Et ça, je le comprends très bien. Parce que c'est dur. Mais bien sûr que tout le monde en est capable. Et en fait, on peut l'être à plein de niveaux différents. Pas besoin d'essayer de monter le prochain réseau social ou une licorne pour être considéré comme entrepreneur. Ouais. Un parent avec ses enfants qui essaye de l'éduquer de manière un peu différente, peut-être un peu plus optimiste, qui accepte pas l'éducation telle qu'elle est aujourd'hui dans la société, c'est aussi un entrepreneur. Ouais, c'est vrai. Parce qu'il choisit de prendre un chemin différent. C'est vrai. Et puis c'est aussi... ça demande aussi du leadership, ça demande de montrer l'exemple, Ouais, c'est vrai. C'est résoudre peut-être un problème qu'on a identifié et apporter, comme tu dis, notre pierre à l'édifice. La grosse qualité, je pense, c'est l'empathie. Ah ouais, tu dirais que c'est une... Ouais.
Peut-être pas l'empathie au sens développement personnel, un peu galvaudé, mais c'est plus être sensible aux besoins des autres. Moi, j'ai une théorie là-dessus, qui est que si tu veux trouver ta place dans la société, ou trouver la réussite, il faut que tu répondes à un besoin. C'est essentiel. C'est-à-dire que tu ne vas pas créer une entreprise qui ne répond pas à un besoin, parce que sinon, personne n'achètera ton produit. En fait. Il n'y aura pas d'utilité, tu n'auras pas de clients. Et donc, être sensible aux besoins des autres et les questionner là-dessus, je pense que c'est vraiment le point de départ de tout bon entrepreneur. On pense souvent aux leaders, à la testostérone, à l'américaine, ultra confiant. Je pense que l'empathie, c'est encore plus important que le leadership. Et paradoxalement, l'empathie, je trouve ça plus dur à développer qu'un bon leadership. C'est vrai ce que tu dis, parce que quand j'y réfléchis, je pense à pas mal d'entrepreneurs qui ont réussi. Souvent, d'ailleurs, je trouve que les très bons entrepreneurs vont réussir à identifier un besoin très spécifique chez des gens ou dans une industrie ou très très spécifique, par exemple, je sais pas, dans la restauration, mais pas forcément de façon générale. Ils vont aller vers les chefs. Ils vont réussir à trouver des problèmes, enfin des choses à résoudre, et comme tu dis, des besoins qui ont pas été, auxquels on n'a pas encore répondu. Complètement, mais en fait, des besoins, on en a plein. Ouais. Moi, j'ai une question magique quand il s'agit de trouver un besoin. C'est aujourd'hui, si dans ta vie, tu avais une baguette magique et que tu pouvais l'utiliser pour corriger quelque chose, ça peut s'appliquer à ta vie générale, ça peut s'appliquer à la façon dont tu fais tes podcasts, à ta création de contenu sur les réseaux, à n'importe quoi. Et les réponses, elles sont souvent assez surprenantes. Et souvent, ça te donne des bonnes idées de boîte. Ouais, j'avoue que c'est une bonne question, ça. C'est une très bonne question à se poser. Non, mais c'est vrai, et puis même, ça nous fait réfléchir à... ce qu'on considère le plus urgent, en fait, pour nous, le plus important, en fait, qui nous pose le plus de difficultés, finalement, tu vois. En fait, on parle d'idées de boîte. T'as plein de gens qui te disent, mais comment avoir la bonne idée ? Moi, j'ai pas d'idée, comment je fais pour me lancer ? En fait, l'idée, c'est un mythe. Ce qui compte, c'est le besoin. C'est quel est le problème ? En fait, tu penses qu'il n'y a pas... C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui se mettent la pression sur le fait... ils se disent, je peux pas créer ma boîte tant que j'ai pas la nouvelle idée révolutionnaire. Mais en fait, c'est juste des gens qui n'ont pas développé leur empathie. Et donc, ils sont pas sensibles aux besoins des autres. Ou alors, ils n'ont pas compris qu'une entreprise, c'était répondre à un besoin. C'est ça. Et t'as beaucoup de gens qui sont dans ce cas-là. Et répondre à un besoin, ça va pas forcément passer par le besoin du siècle, ou ça peut passer par des besoins très très spécifiques. Par exemple, je sais pas, des besoins comme on peut en avoir, je sais pas moi, on veut mieux dormir le soir, on peut créer une appli, enfin peu importe, on a tous des besoins différents, mais en général, si nous-mêmes on a un besoin, il doit y en avoir d'autres personnes qui ont le même besoin. Mais clairement. Puis il y a des besoins qui n'étaient pas évidents. Tu vois, Facebook, la façon dont ils se sont lancés, c'était juste un annuaire des étudiants à Harvard. On peut se dire où était le besoin, à l'époque. Il y avait des livres papier, ça marchait déjà très bien. Au final, il a compris qu'il y avait un besoin plus grand que ça. Et c'est ça le vrai génie derrière. C'est ça. Mais en fait, toutes les idées entrepreneuriales, au début, elles sont assez triviales. Elles commencent par quelque chose... quelque chose de très simple. Et c'est génial parce que du coup, ça te relâche la pression. Quand on pense entrepreneur, on pense Mark Zuckerberg, on pense Elon Musk. Ouais, c'est vrai. Si tu décides de devenir entrepreneur demain, tu commenceras pas par là où est Elon Musk aujourd'hui. Mais c'est clair. Et ce serait se mettre dans des conditions d'échec total de s'imaginer ça. C'est impossible, tu te mets un niveau d'exigence qui est trop haut. Et du coup, tu t'angoisses. Ouais, c'est ça. T'angoisses et tu peux... Alors... Moi, le problème quand j'angoisse, c'est que je fais plus rien. Ouais. Ça te paralyse. Ouais, en fait, je pense que c'est lié au perfectionnisme aussi. Hein. J'ai beaucoup tendance à me dire, et c'est quelque chose sur lequel je travaille beaucoup et que j'essaye de régler, parce que ça m'a un peu pourri la vie pendant longtemps, de si tout n'est pas parfait, j'y vais pas. Tu vois, c'était un peu le truc de si un telle condition, si un tel truc. Et puis moi, quand j'étais plus jeune, j'avais aussi quelques idées entrepreneuriales que je voulais lancer. Et je remarque qu'aujourd'hui, avec du recul, je me dis, c'était quoi mon process dans cette création de projet ou d'entreprise ? Et très souvent, j'avais tendance, au lieu de me focaliser sur le problème que j'essayais de résoudre et de commencer petit à petit, tu vois, tu testes, tu fais un petit prototype, tu vois si ton idée, elle est viable.
bah moi j'allais m'imaginer des trucs de fou, ouais, quand mon idée elle va exploser et puis je vais avoir des problèmes, je vais avoir des procès, qu'est-ce qui va se passer si j'ai des procès? J'allais consulter des avocats et je me disais mais en fait avec du recul je me dis mais pourquoi je suis allée voir des avocats avant même de lancer le projet, tu vois? Puis ça c'est des problèmes de riches. C'est des problèmes de gens qui ont déjà réussi. C'est des bons problèmes. C'est et génial en fait, quand t'as ces problèmes-là, c'est incroyable. C'est des très bons problèmes. Mais c'est vrai, hein. Clairement. C'est de très très bons problèmes. Mais je pense qu'on a souvent tendance à être un peu paralysé par ce truc de tout doit être parfait, je dois tout avoir préparé, je dois avoir un plan. Est-ce que tu penses que c'est nécessaire d'avoir un plan dans la vie? Déjà sur le point d'avant, je pense que c'est un des principaux défauts qu'on a dans la culture française, qui nous est transmis par l'école. C'est-à-dire qu'en fait le résultat ultime c'est d'avoir 20 sur 20. T'as réussi si t'as eu 20 sur 20. C'est ultra angoissant. C'est vrai. De nous formater comme ça, avec une échelle extrêmement linéaire qui va de 0 à 20, et en fonction de là où tu te places sur cette échelle, t'as réussi ou t'as pas réussi. Ça te crée des gens qui sont perfectionnistes. Moi, je trouve ça extrêmement problématique. C'est vrai. T'as cette phrase en anglais qui dit better done than perfect. Mais ça, c'est vrai. Il vaut mieux que ce soit fait plutôt que ce soit parfait. C'est clair. Et je pense d'ailleurs que plus on réfléchit comme ça, plus on réussit, parce que moi, quand je pense à... Alors, je sais pas si toi, t'as eu cette expérience, mais moi, quand j'ai commencé à faire des vidéos, je me suis dit, justement, tu vas casser ce perfectionnisme, parce que tu vas pas chercher à avoir la vidéo parfaite, en fait, tu vois. Bien sûr. Tu vas te forcer à poster tes vidéos, même si tu les trouves imparfaites, et en fait... Bien sûr, et puis tu comprends qu'il vaut mieux poster régulièrement, souvent. Être constant. Constant, et surtout faire de la quantité. Et que la qualité, c'est génial, mais en fait... où est-ce que tu arrêtes le curseur? Mais c'est ça. C'est-à-dire que la vidéo parfaite, tu l'auras jamais. Tu l'auras jamais, tu peux impossible. toujours mieux faire en fait. Mais clairement. Et ça, c'est vraiment une vraie question que je me pose récemment, que je me suis posée récemment, c'est que j'entends pas mal d'entrepreneurs ou de gens dire non, je vais pas faire ça, ou je vais pas lancer ce truc, ou je vais... Parce que c'est pas encore aussi bien que ça pourrait l'être, tu vois. Et dans un sens, je comprends, et de l'autre, je me dis, mais du coup, il vaut mieux quand même agir et prendre le risque que ce soit imparfait plutôt que de rien faire et attendre. Clairement. Et puis en fait, ton idée, tu la valides à partir du moment où tu l'as fait tester à des gens. C'est-à-dire que t'as beau construire un magnifique château dans ta tête, si tu la testes pas, en fait, on saura jamais si c'est un château de sable ou un château en pierre. Et puis on saura jamais si ça va tenir, si c'est... C'est clair. Complètement. Je suis d'accord. Non, il faut lancer les idées le plus rapidement possible. C'est ce qu'on appelle le MVP, le Minimum Viable Product. C'est ça. À partir du moment où tu as une idée, en fait, il faut que tu puisses la tester dans les 2 mois qui arrivent. À ton avis, qu'est-ce qui fait peur aux gens le plus dans l'entrepreneuriat? Est-ce que c'est le fait d'échouer? Est-ce que c'est le fait d'être vulnérable? Parce que moi, je pense que c'est aussi très lié à la vulnérabilité dans un sens. Quand tu es entrepreneur, mon point de vue là-dessus, c'est que... c'est une vraie école de la vie, l'entrepreneuriat. Parce que t'es tellement face à toutes sortes de choses. Je pense aussi que t'es très, très exposé à tes blessures, à tes insécurités, à tes peurs, beaucoup plus que quand t'es dans un job de salarié, je pense. C'est une thérapie incroyable. C'est une thérapie incroyable parce que t'es obligé de travailler sur toi-même. Si tu veux réussir à atteindre tes objectifs, il y a des choses que tu dois régler, il y a des choses que... Mais est-ce que, à ton avis, qu'est-ce qui fait le plus peur dans ça? Est-ce que c'est l'échec? Est-ce que c'est le fait de s'exposer Je pense que pour beaucoup de monde, il y a la prise de risque. C'est-à-dire que quand tu as plus de 25 ans, que tu as déjà un job, que tu as déjà un confort, sortir de ça, c'est quand même quelque chose de violent. C'est vrai. Quand tu as moins de 25 ans, le risque, il n'existe pas vraiment, honnêtement. Parce que, a priori, du temps, t'en as. A priori, tu es en études, tu as des mentors, tu as des gens qui t'accompagnent, tu n'as pas encore de famille. Le niveau de risque, il augmente au fur et à mesure que tu vieillis. Donc moi, je pousse les gens à essayer de se lancer le plus tôt possible, parce que ce sera de plus en plus dur ensuite. Au-delà de ça, pour être entrepreneur, il faut se montrer. Il faut accepter qui on est. Et ça, c'est extrêmement dur. Et puis je pense qu'on commence à comprendre que l'entrepreneuriat, c'est un sport difficile. C'est-à-dire qu'il y a 5 ans, le discours sur l'entrepreneuriat, c'est tout est rose, tout est sexy, n'importe qui peut devenir entrepreneur. C'est très glamourisé. C'était très glamourisé. T'as plein de gens qui sont arrivés là-dedans, ils se sont rendus compte que c'était quand même super dur. Et 3 ans plus tard, ils faisaient un burn-out. C'est super dur. En fait, moi, je me rappelle. Je sais que j'ai essayé de lancer une application justement dans le bien-être mental. Ah ouais? Ouais. Cool.
T'es en échec total, les amis. Mais c'est génial. Mais de toute façon, c'est un peu mon rêve, un jour, Ouais. de pouvoir lancer un truc comme ça. Mais je me rappelle que c'était tellement dur. Enfin, vraiment, c'était très dur. Qu'est-ce En qui était fait, dur? ce que j'ai trouvé dur, c'était l'incertitude, ne pas savoir où j'allais, ne pas savoir par où commencer, ne pas avoir même un tout petit peu de certitude que j'étais sur le bon chemin, en fait. Tu vois, moi, ce que j'ai toujours cherché, c'est ok, j'ai juste besoin d'un signe que je suis sur le bon chemin. Et je pense que c'est la peur de mon côté, la peur de passer des années à faire un truc qui, en fait, finalement, s'avère ne pas être sur le bon chemin pour moi, la bonne route. Bien sûr. Et du coup, je trouve ça impressionnant. Mais en fait, finalement, je trouve ça impressionnant encore plus mentalement, émotionnellement que... Je pense que quand on est jeune, un truc qui est dur, c'est que quand tu entreprends, tu renonces à plein d'autres choses. Ouais, c'est vrai. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu choisis un chemin, comme tu le disais, tu renonces potentiellement à plein d'autres chemins. C'est ça. Et bon, au plus tu vieillis, au plus tu te rends compte qu'en fait ta ligne elle est quand même déjà pas mal tracée. Et donc t'as un champ des possibles qui est moins large. Et du coup, tu te concentres sur ce que tu sais faire. Ouais. Quand t'es jeune, c'est beaucoup plus dur. Ouais, c'est Parce vrai. que des idées, tu pourras en avoir 10 000. Des ambitions, tu pourras en avoir 100 000. Des rêves, tu pourras en avoir 1 million. Et là, tu vas en choisir un. Tu sais que tu vas peut-être y passer les 7 prochaines années de ta vie. Donc ça, c'est dur. Ouais, c'est vrai. Clairement. Comment on sait, de ton point de vue, si on est aligné à nous-mêmes, si on est sur la bonne... on est sur la bonne... Que ce soit un entrepreneur ou un salarié. Tu le sens ? Tu le sens ? Tu le sens, tes émotions, elles te trompent pas. Quand tu ressens de la peur, c'est que il y a une raison d'avoir peur. Quand tu ressens de la joie, c'est qu'il y a une raison d'être heureux. Quand tu ressens de la colère, c'est qu'a priori, il y a une injustice quelque part. Ouais. Tes émotions, elles peuvent pas mentir. Là où tu peux te mentir à toi-même, c'est comment tu les interprètes. Ah, ça c'est intéressant. Et ça, c'est le sujet d'après. Mais en général, quand t'es pas à ta place, tu sens que t'es pas à ta place. T'es pas motivé, t'as pas envie de grand-chose. Ouais, t'as du mal à te réveiller le matin. T'as une boule au ventre, t'as peur, t'as pas envie d'y aller. Et tu le sens. Et je pense que la génération de nos parents, ils ont été vachement habitués à vivre avec ça. Ouais, c'est vrai. Et à être résilients là-dedans et à accepter. Nous, notre génération, elle fait bien plus attention à ce qu'elle ressent. Et moi, je pense que c'est une très bonne chose. C'est une très bonne chose, je suis et d'accord. c'est pas étonnant qu'il y ait autant de vocations entrepreneuriales qui soient faites dans notre génération, quoi. Ouais, c'est vrai, je suis d'accord avec toi. Je sais pas quel âge tu as, mais... Moi, j'ai 26 ans. T'as 26 ans. Moi, j'en ai 25. 25 ? Ouais. Ah, bah tu vois, on est proches en âge. Ah, mais oui, c'est vrai, t'es né un petit peu 28. Je suis né le même mois que toi, mais une année plus tard. Oui, je me rappelle. Du coup, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton parcours ? Est-ce que tu as déjà eu des échecs, des difficultés, des moments d'adversité, des moments d'incertitude ? Comment est-ce que tu les as appréhendés ? Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, mais à tous les âges. Moi, j'ai toujours bien aimé les moments d'échec. Je pense qu'on oppose trop facilement échec et réussite, alors qu'en fait, c'est pas des opposés. C'est pas soit l'un soit l'autre. En fait, l'échec, c'est le point de départ vers la réussite. En fait, c'est un chemin qui est linéaire. C'est-à-dire que c'est un passage obligatoire. C'est pas soit tu vas échouer, soit tu vas réussir. C'est tu vas échouer, tu vas rebondir, tu vas échouer à nouveau, tu vas rebondir. Tu auras peut-être une petite réussite au milieu, puis après tu vas échouer à nouveau, puis un jour tu réussiras. Ça fait vraiment partie du jeu. Des échecs en tant qu'entrepreneur, t'en vis plein. En tant qu'être humain, t'en vis plein aussi. C'est vrai. Moi, j'ai un exemple. C'est une histoire assez marrante. Quand j'étais petit, je devais être en 5e. Ouais. Je te l'ai raconté en off, cette histoire. Ouais, trop bien cette histoire. Quand j'étais en 5e, il y a notre prof de français qui décide un jour de nous faire réciter devant toute la classe un monologue de théâtre. On a une semaine pour le préparer. Et moi, je suis vachement embêté parce que j'étais un énorme timide à l'époque. Ce qui est vraiment difficile à imaginer aujourd'hui quand on te voit... Ouais, quand tu me rencontres, tu te dis que je suis plutôt sociable. Super sociable, très ouvert et tout. J'ai vachement travaillé dessus. Ouais. Mais à l'époque, pour moi, c'était impossible. J'avais 12 ans peut-être, et vraiment, c'était impossible. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai prétendu être malade pendant 3 mois, tous les mardis et tous les jeudis matins, pour louper le cours de français. Au bout de 3 mois, je reviens comme une fleur en cours de français, me disant que la prof a certainement oublié que je devais passer au tableau devant toute la classe. Elle n'a pas du tout oublié. J'arrive devant toute la classe. Tout le monde était passé à autre chose. Donc c'était extrêmement bizarre de faire passer un gars 3 mois plus tard devant toute la classe sur le monologue de théâtre. Et je me retrouve devant toute la classe. J'étais à moitié préparé. Et là, je fais un blackout complet. C'est-à-dire que je fais un malaise.
devant toute la classe, au bout de la 3e phrase du monologue de Don Dieg dans le site de Corneille. Et en fait, en sortant de là, évidemment, je me sentais extrêmement honteux. C'était un énorme échec. Moi, j'ai toujours eu envie de faire les choses bien. Et là, je m'étais loupé complètement parce que j'avais peur. Et je me suis dit, ça va pas être compatible avec mes ambitions. Moi, j'ai envie de faire plein de grandes choses dans ma vie. Il va falloir que je sois capable, comme je te parle aujourd'hui, devant 3 caméras, avec un micro. Et il va falloir que j'apprenne à faire ça. Et donc, moi, la peur, ça a toujours été un indicateur de... ok, il y a quelque chose qu'il faut que je surmonte. Et je te le disais tout à l'heure, moi je suis résolument optimiste et je pense qu'on peut tout surmonter. Ouais, c'est vrai. Une peur comme celle-là, ça se travaille complètement. Mais je trouve ça incroyable de se dire... En fait, ce que je trouve très fort, c'est que à ce moment-là précisément, t'aurais très bien pu aussi te dire... T'aurais très bien pu te laisser définir par ce moment, tu vois, et te dire... en fait, je suis comme ça, je serai toujours comme ça. Bien sûr. Mes ambitions, je vais les oublier. Tu vois ce que je veux dire ? C'est vraiment... Ouais. C'est tout à fait possible à ce moment-là de rentrer dans ce mode de fonctionnement et de se laisser définir par ce moment-là. Au contraire, toi, ce que tu as fait, c'est que tu t'es dit, ok, j'ai cette peur, comme on en a tous. Je la reconnais, je reconnais que j'ai une difficulté là-dessus. Mais par contre, cette difficulté, elle va pas m'empêcher d'accomplir ce que je veux accomplir et de réaliser, de matérialiser ma vision pour ma vie, en fait. Et finalement, Mais c'est là que ton ego fait un bon travail. Exactement. Et heureusement qu'il est là, l'ego. Parce que sinon, tu te laisses enterrer. C'est là où tu parles d'ego positif, peut-être. Ouais, potentiellement. Enfin, l'ego, ça peut prendre plein de formes différentes. Ouais. Parce que moi, je me suis aussi dit, tu vois, une chose, et ça, c'est une question que j'ai... J'aimerais bien te la poser, cette question. C'est... et vraiment, je suis hyper curieuse d'avoir ton avis là-dessus. C'est... Beaucoup d'entrepreneurs, et que ce soit un entrepreneur ou pas, mais même moi j'ai ce questionnement à l'intérieur de moi, c'est est-ce que l'ego peut pas nous driver parfois, c'est-à-dire est-ce que la peur ne peut pas être un moteur incroyable pour... Parce que le problème c'est qu'aussi, je sais pas si tu as déjà remarqué ça, c'est que certaines personnes, entrepreneurs ou non, tu as des artistes, par exemple, que ce soit des musiciens, des rappeurs, des chanteurs, des écrivains, qui sont tellement inspirés, drivés par leur souffrance, par leur peur, ils vont produire des choses incroyables. Et c'est presque comme si, à partir du moment où ils apaisent cette partie d'eux qui a peur, qui a besoin d'exprimer et de prouver, c'est comme si... C'est un peu comme si leur art un peu s'éteignait ou leur besoin d'accomplir... Est-ce que toi, tu vois... Je sais pas, moi, c'est vraiment une vraie question. Je pense que j'ai pas encore trouvé de réponse là-dessus. Mais j'ai l'impression que parfois, cet ego, cet enfant un peu blessé en nous peut nous pousser à... C'est clair. Tes traumatismes, ils te fournissent une énergie considérable. Ça, c'est évident. Moi, j'ai un petit exemple là-dessus. Quand j'avais 15 ans, mon père a fait 2 attaques cardiaques. Ah ouais. Et à ce moment-là, bon, évidemment, tu le vis comme un enfant de 15 ans, donc t'es jeune, tu sais pas trop comment traiter l'information, émotionnellement parlant, donc tu comprends pas trop ce qui se passe, mais globalement, t'en souffres. Et justement, pendant mes études à HEC, moi, j'ai monté une boîte dans le sport. Et en fait, j'étais pas du tout sportif quand j'étais enfant, sauf qu'à mes 15 ans, mon père a fait son attaque cardiaque, et à ce moment-là, j'ai eu un déclic, et je me suis intéressé à la nutrition, au sport, à tout ce qui est médecine douce, à la sophrologie, à la gestion du stress, au développement personnel. Parce qu'en fait, j'avais fait, sans m'en rendre compte, un peu un diagnostic de l'état de mon père. Mon père, c'est le bon français. Il mange des croissants au petit-déj, il trempe ça dans son café au lait, il a une hygiène de vie il est très actif, mais c'est assez moyen. Il est stressé, il est entrepreneur, il fait pas de sport, parce qu'il bouge déjà beaucoup pour son travail. Mais globalement, il n'a pas une hygiène de vie de bicentenaire, quoi. Et donc, je me suis intéressé à ça, mais même sans m'en rendre compte, tu vois. Je me suis intéressé à la santé. Et en fait, ça m'a donné une super idée, un super drive. C'est incroyable. Pour une boîte par la suite. Donc, tes traumas, ils te poussent à faire des choses et en fait, tu te rends même pas compte. Et je pense que la clé, c'est de réussir à être suffisamment maître de son histoire pour que tu puisses comprendre parfaitement ce qui te motive pas, ce que tu recherches chez les autres, ce que tu recherches dans tes projets.
Et honnêtement, c'est le travail d'une vie. Hein. Ah, c'est le travail de toute une vie. J'y suis pas encore. Hein. Et Moi pourtant, non je me plus. pose la question depuis que j'ai 7 ans. Moi aussi, j'y suis pas encore et je pense que je suis d'accord, c'est le travail d'une vie et ça s'arrête jamais. Mais c'est vrai que en fait, la clé, c'est vraiment justement de faire de ces moments-là de difficulté, de trauma, je vais pas dire une force, mais de trouver le moyen d'en tirer quelque chose qui puisse vraiment être utile et positif. Après, tu le fais jamais vraiment consciemment. Tu le fais pas consciemment, mais, ça c'est vrai. Tu fais avec ton bagage, ouais. C'est vrai, ouais. Oui, parce que tu vas déjà non seulement chercher à trouver des solutions aussi pour tes problèmes. Quand je pense par exemple aux vidéos que je fais, quand je donne des conseils, etc., dans plein de cas, c'est parce que j'ai vécu moi-même des situations. Et je pense que de toute façon, quand on cherche à apporter, on prend un peu... Enfin, quand on s'exprime sur un sujet ou qu'on essaye d'apporter une solution, c'est souvent qu'on a vécu quelque chose qui est lié à ça. Clairement. Ouais, c'est vrai. Qu'est-ce que tu penses du fait de sortir de sa zone de confort ? Est-ce que tu penses que c'est nécessaire Elle est large, ta question. Ouais. C'est pas nécessaire, c'est essentiel. C'est là-dessus que tu te révèles. C'est ça qui fait que tu es fier de toi. Si tu sors pas de ta zone de confort, tu seras jamais fier de ce que tu as accompli. C'est quand la dernière fois que tu es sorti de ta zone de confort, récemment ? Bah là, actuellement. Tu vois, c'est pas un exercice qui est naturel pour moi. C'est peut-être le deuxième ou le troisième podcast que j'enregistre. C'est assez nouveau. C'est génial. Moi, franchement, il y a 1 an et demi, tu vois, je me serais pas dit que je serais là en train d'enregistrer des podcasts alors que j'étais tétanisé à l'idée de parler en public. Parler face à une caméra, c'était quelque chose qui était difficile pour moi. Justement, c'est pour ça que je me suis lancé sur les réseaux sociaux. Mais tu le fais tellement bien. Enfin, tu vois, c'est fou parce qu'aujourd'hui, et ça montre vraiment, pour tous ceux et celles qui nous écoutent, que finalement, tu peux partir d'une peur ou de quelque chose sur lequel tu te sens vraiment pas confiant et réussir à le maîtriser. Le point de départ de mon arrivée sur les réseaux sociaux, c'était justement d'avoir une plateforme sur laquelle je peux essayer de me décoincer, tu vois, et d'être face à une caméra et d'apprendre à le faire parce que je comprenais que c'était important de pouvoir le faire. Et comment est-ce que ça t'est venu justement cette idée de le faire ? Tu t'es dit... Parce que je me dis juste que quand on a toutes ces peurs ou quand on se sent pas confiant sur un truc, je trouve que c'est très difficile de se lancer et de se dire, bah tu sais quoi, je vais aller à l'encontre de ça et je vais me confronter à ça en fait. Et me mettre et m'exposer. Je trouve que c'est quelque chose, pour moi, c'est une clé absolument essentielle. C'est clair. Que ce soit dans notre réussite professionnelle ou personnelle. Par exemple, je te donne un exemple, si t'as peur, je sais pas moi, de dire non, moi je sais que c'est mon cas, jusqu'aujourd'hui je travaille sur ma capacité à dire non, si t'as peur d'aborder des gens ou quoi, tu vois, si tu décides de t'exposer à ta peur. Et je trouve que ça, c'est pas facile. Je pense que le point de départ, c'est de faire une espèce de contrat avec toi-même. Tu te serres la main à toi-même sur le fait que tu vas essayer de prendre du plaisir dans l'inconfort. L'inconfort est jamais agréable. Quand tu te mets au sport et que tu n'en as jamais fait avant et que tu dois aller à la salle de sport 3 fois par semaine, c'est extrêmement désagréable. Notre corps, il a envie de fuir. On déteste l'inconfort. C'est vrai. Je pense que on a tous un déclic à un moment ou à un autre. On se dit, bon, je vais essayer de prendre mon pied dans l'inconfort parce que c'est ça qui va me rendre fier de moi. C'est-à-dire que si tu sors pas de ta zone de confort, tu seras jamais fier de ce que tu fais et de ce que t'es. Et tu penses que c'est lié Enfin, est-ce que tu penses qu'une façon de faire ça, c'est justement de se focaliser sur sur ce qu'on va pouvoir accomplir ou ressentir derrière plutôt parce que j'ai l'impression que... C'est la seule récompense que tu as. C'est après la salle de sport, tu te sens bien. Enfin, pas au début. Mais au bout de 3 mois, tu te sens bien, donc tu te focuses sur le résultat. Ça peut être piégeur de se concentrer sur un résultat qui est trop loin. Tu as des études qui ont montré, c'est ultra intéressant d'ailleurs, tu as des études qui ont montré que si tu te réveilles tous les matins en rêvant d'avoir une Ferrari, imaginons que ce soit ça ton objectif de vie, on simplifie pour l'exemple, et ben en fait le fait de penser tous les matins à la Ferrari que tu vas avoir, on pourrait se dire que ça va être motivant et ça va te motiver à faire des efforts dans ta vie pour avoir la Ferrari dont tu rêves. En fait, c'est pas du tout ça. C'est vrai. Ce qui se passe. C'est exactement l'opposé. Ah ouais. C'est-à-dire qu'en fait, le fait de penser à ta Ferrari tous les matins, c'est un peu comme si tu l'avais déjà. C'est-à-dire que tu mens à ton cerveau. Donc ça peut te donner confiance, disons. Mais au final, ça va t'éloigner de ton objectif parce que tu seras moins motivé sur la durée à aller la chercher parce que ton cerveau va penser que tu l'as déjà, cette Ferrari, et que donc tu n'as pas forcément besoin de te battre pour l'avoir. Donc moi, je suis très partisan de la méthode qui
qui visent à fixer des objectifs assez court terme. Les compléter rapidement, c'est super dur à faire, honnêtement. Parce que moi, je suis extrêmement ambitieux, je suis un grand rêveur aussi. Du coup, j'adore me projeter. Donc pour moi, c'est un vrai challenge. Mais être capable de ramener à une échelle de temps beaucoup plus courte et de dire, OK, comment est-ce que je fais déjà pour gagner la semaine ? Ensuite, comment est-ce que je fais pour gagner la journée ? Ensuite, comment est-ce que je fais pour gagner ma matinée ? Ensuite, comment est-ce que je fais pour gagner la première heure de ma matinée ? Et en fait, quand tu prends ce schéma, tu te rends compte que ta journée, limite, tu la gagnes en fait sur les 5 premières minutes. C'est très vrai. Et le truc classique que tout le monde fait, c'est regarder son téléphone en se réveillant. Tu le fais toi ou pas ? Non. J'essaye de plus le faire moi aussi. C'est dur, hein. Il y a des jours où je craque. Ouais. J'avais acheté un réveil, sauf qu'en ce moment, un réveil mécanique. Sauf qu'en ce moment, il marche plus. Du coup, je suis repassé sur mon téléphone et je me fais piéger un jour sur deux. Mais moi, c'est pareil. En plus, là, je disais, j'étais en train de me dire, il faut que je m'achète un réveil aussi. Mais c'est super dur. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, j'avais une routine comme ça où je me réveillais super tôt. Je mettais mon réveil en dehors de ma chambre pour que je sois obligée de me lever et d'aller l'éteindre, tu vois. Et puis je me forçais à pas toucher mon téléphone pendant 30 minutes. Là, j'essaye de le refaire aussi, de reprendre cette habitude parce que c'est vraiment trop important. Clairement. Mais c'est intéressant ce que tu dis parce que déjà, ça montre bien une chose, cette étude dont tu as parlé, c'est que ça montre bien que finalement notre cerveau fait pas la différence entre une expérience qu'on vit réellement et une expérience qu'on imagine. Qu'on visualise, ouais. Et ça montre aussi que, tu vois, c'est un peu le dilemme de est-ce que je dois parler de mes objectifs aux gens ? Est-ce que je dois parler de mes projets, de mes objectifs ? C'est exactement le même sujet. C'est exactement le même sujet. C'est ça. Il y a des gens qui vont te dire oui parce que ça les motive. Honnêtement, il n'y a pas de réponse au cas par cas. Il faut trouver ce qui fonctionne pour nous. Mais moi, je parlais énormément de mes objectifs avant. C'est vrai ? Ouais. Et là, 2 ans plus tard, je peux te dire que pour moi, c'était une erreur. Tu penses que c'était une erreur ? Ouais, parce que tu construis un discours où tout est brillant, tout est beau. Et en fait, tu vis dans un rêve qui est décorrélé de la réalité, qui est violente, qui est dure. Et en fait, ça te crée une déconnexion encore plus grande entre ce qui est réel, tes attentes et ce qui est réel. Et en fait, c'est ça qui fait mal. Et c'est ça qui fait que tu as peur. C'est ça qui fait que tu as ce syndrome de l'imposteur. C'est ça qui fait que tu doutes. C'est ça qui fait que tu es paralysé. Et donc, être capable de réduire son échelle de temps, je pense que c'est la clé. Ouais, je suis totalement d'accord avec toi. Et c'est vrai que j'ai remarqué aussi dans mon expérience personnelle que quand je parle pas de mes objectifs, je me sens d'ailleurs beaucoup plus drivée à les atteindre. En fait, je me dis que ma manière de les exprimer, ça va être de les matérialiser et de les accomplir, en fait. Mais du coup, c'est intéressant. Moi, je pense qu'il vaut mieux ne pas en parler, en tout cas, à moins que ce soit utile, à moins que le fait d'en parler, ça puisse t'aider à les atteindre. Évidemment. Ce qui a du sens. Après, tu vois, la visualisation a plein d'aspects positifs. Si tu prépares une prise de parole ou un événement compliqué, un examen, une performance sportive, un pitch devant des investisseurs, le fait, la veille, de te poser dans ton lit, de fermer les yeux et d'imaginer la scène telle qu'elle se passerait, en fait, tu te projettes et ça fait que quand tu arrives sur cette fameuse scène le lendemain, tu as beaucoup moins de stress parce que tu l'as déjà un peu vécu. C'est ça, ouais. Tu as même une méthode qui va un petit peu plus loin. Imaginons que tu pitches à des investisseurs, tu vas visualiser la scène avec tes investisseurs. La méthode qui produit le plus de résultats, bon déjà ça produit des résultats, juste d'imaginer la scène parce que tu t'enlèves le stress de la nouveauté. Mais la méthode qui permet d'avoir encore plus de résultats, c'est de visualiser les objections que tu auras. C'est-à-dire de te visualiser dans une position difficile. Donc tu vois, ça va à l'inverse de l'exemple de la Ferrari. C'est que là, tu te projettes dans la situation où ça marche pas forcément, où ça marche pas comme le rêve, et donc tu t'imagines aussi en train de régler les problèmes et trouver des solutions aux doutes que tu as imaginés. Ça, c'est une méthode ultra puissante. Qui a été testée, prouvée pour le coup. Tout à fait. Parce que tu te projettes aussi dans les problèmes. Exactement. Donc t'es pas sur une vision décorrélée, tu fais une espèce de pré-mortem. C'est-à-dire que le post-mortem, c'est comprendre les causes de la mort après la mort. Le pré-mortem, c'est comprendre les causes de la mort potentielle avant la mort. Et être capable de faire ça, déjà ça montre que tu es solide, parce que tu es capable de te projeter, tu as compris de quoi tu parlais. Et en plus, ça fait que tu seras beaucoup moins surpris par tous les mauvais événements qu'il peut y avoir. C'est tellement vrai. Et en fait, c'était
Très intéressant que tu dises ça parce que je sais pas si tu vois qui c'est, Mel Robbins. Ouais. C'est une coach américaine. Elle parlait de ça justement. Elle parlait de ça dans le plus du côté de la comment manifester. Mhm. Et elle disait que souvent les gens vont manifester en visualisant leur objectif. Donc par exemple, ils vont se dire j'ai envie d'une Ferrari, ils vont s'imaginer avoir la Ferrari, ils vont s'imaginer rouler dans la Ferrari et tout. Et en fait, ce qu'elle disait, c'est qu'il y a énormément d'études qui ont prouvé en fait que finalement, ce qui fait qu'on va réussir à matérialiser ce qu'on visualise, c'est qu'on va non seulement visualiser l'atteinte de cet objectif, mais on va visualiser toutes les difficultés, les obstacles qui vont venir avant pour qu'on puisse atteindre cet objectif. Visualise le chemin. Le chemin, exactement. Ouais, complètement. Et le chemin, comme tu dis, avec les obstacles, avec les objections, avec... Et ça, c'est très vrai. Mais complètement. Si tu cours un marathon, tu n'arriveras pas à le courir si tu penses à l'objectif du début jusqu'à la fin. Ça dure 4 heures, tu cours 42 km et quelques. C'est énorme. C'est une horreur. C'est horrible. Tu l'as déjà fait ? Non, j'étais inscrit pour le faire, Ouais. mais c'était en 2020. Je le courais pour une asso qui s'appelle Mécénat Chirurgie Cardiaque. Et j'avais levé 3 000 €, je crois, c'est bien. pour des enfants qui ont besoin de greffe cardiaque. Et donc je devais le courir avec eux, sauf qu'au final, le Covid a fait que le marathon a été annulé. Donc je ne l'ai pas couru. Mais typiquement, si tu cours un marathon, la méthode, c'est pas de penser à l'objectif final, c'est de penser à chaque pas que tu vas faire. C'est-à-dire que tu te dis 1 plus 1 plus 1 plus 1. C'est ça, en fait. Et tu te félicites, en fait, de chaque pas. Jusqu'au moment où tu arrives au bout. Mais c'est qu'en fait, finalement, même quand on pense à nos objectifs, on a tendance à se mettre une pression énorme en se disant je dois l'atteindre maintenant, il faut que je sois un peu au sommet de la montagne. Alors que si tu te focalises juste sur je vais mettre un pas après l'autre et puis au fur et à mesure, je vais y arriver. Complètement. Je pense qu'on est très très impatient. La réussite n'a jamais été aussi visible. C'est-à-dire que les réseaux sociaux nous montrent plein de gens heureux, formidables, qui ont des vies incroyables, qui gagnent beaucoup d'argent, qui vivent dans des endroits exceptionnels, qui ont des corps magnifiques parce qu'ils vont à la salle de sport. La réussite n'a jamais été aussi proche. Elle est au bout de notre nez, elle est dans notre main. Ça rend extrêmement impatient. Et je pense que la meilleure chose qu'on puisse faire, honnêtement, c'est de se lâcher un peu la grappe, de se laisser le temps. Ouais, c'est vrai. Moi, si je dois donner un conseil à tous les gens qui veulent devenir entrepreneurs ou faire quelque chose de cool de leur vie, c'est tester rapidement des idées, mais laissez-vous le temps de vous connaître. Ouais. Et il faut que tu aies cette dualité de « Ok, j'accepte que je suis dans le temps long et justement, j'apprends à me connaître et ça prend du temps. » Et c'est pas à 25 ans que tu auras trouvé toutes les réponses à qui tu es, c'est pas à 35 non plus, et c'est peut-être même pas à 45 ans. Par contre, les idées, il faut les tester vite. Ouais, je suis d'accord. C'est vrai que il faut pas être dans cette attente constante que les choses se passent, et il faut plutôt prendre les actions qui vont nous permettre de justement changer de réalité. Et puis je trouve que même le fait de prendre les actions sans forcément qu'il y ait les résultats qu'on aimerait derrière, c'est déjà une grande réussite finalement, parce qu'on reste pas... Ouais. C'est quoi l'impact que tu aimerais avoir sur les autres à travers tes vidéos, à travers ton contenu Si je peux inspirer ne serait-ce qu'un dixième de % de ma communauté à se renseigner, à creuser les sujets sur l'entrepreneuriat, sur la tech, sur le digital, sur le Web3, c'est un sujet que je creuse beaucoup en ce moment, je sais que je serais content de moi. On le disait tout à l'heure, c'est une thérapie incroyable. C'est dans ces moments-là que tu te révèles, c'est dans ces moments-là que tu es fier de toi parce que tu te dépasses, parce que tu affrontes beaucoup de choses qui sont beaucoup trop dures pour toi, et parfois tu y arrives, et quand tu y arrives, le sentiment il est incroyable. Et moi, je souhaite à un maximum de personnes de ressentir ça. Ouais, c'est vrai. De ressentir le succès après s'être battu pour avoir quelque chose. Ouais, c'est incroyable. C'est exceptionnel. C'est un sentiment inexprimable, je pense. On pourrait même pas... Mais c'est quelque chose... Je pense que ça crée une intimité avec soi qui est juste incroyable. Parce que tu sais que c'est toi qui a... Clairement, et puis après, tout devient plus facile. Ouais. Les réseaux sociaux, je me suis lancé pendant 6 mois sur Instagram. À poster des photos et des vidéos de moi qui t'expliquent les idées importantes quand tu vas être entrepreneur, les bouquins que j'ai lus et que j'ai trouvé inspirants. Ça a duré 6 mois.
Les seules personnes qui voyaient ça, c'était mes potes. Mhm. Du coup, je me tapais l'affiche devant tout le monde. Est-ce que tes potes ils t'ont soutenu quand t'as commencé? C'était quoi les réactions Ça a autour fait de un toi? tri assez formidable. C'est vrai? C'est-à-dire que j'ai tout de suite vu les gens qui se foutaient de moi, qui se désengageaient, qui se désabonnaient. Et j'ai tout de suite vu les gens qui me supportaient et qui étaient derrière moi. Ouais. Donc ça, je l'ai vu très rapidement. Donc ça fait un tri assez massif. Mais je m'en porte tellement mieux. Tu parce que m'étonnes. j'ai libéré tellement de temps. Donc maintenant, il y a 4 ans, je t'aurais dit oui, des potes, j'en ai 50. Là aujourd'hui, je peux te dire que j'en ai 5 C'est et déjà qui sont énorme. extrêmement importants pour moi. Et c'est exceptionnel d'avoir réussi à faire ce tri-là. Ouais. Et en plus, ce tri s'est fait tout seul. C'est fait tout seul automatiquement. Mais donc tu vois, le sujet là-dessus, c'est que pendant 6 mois, j'ai vraiment galéré à essayer de performer. J'ai même lâché l'affaire. C'est vrai? Ouais, parce que ça m'intéressait plus, parce que c'était trop dur, parce que je m'étais tapé l'affiche devant tout le monde. Et je me disais, bon, c'est peut-être pas la peine de continuer. Et un jour, TikTok est arrivé en France. J'ai vu qu'il se passait un truc là-bas. Et je me suis dit, bon, on va retenter. Cette fois, format full vidéo. Et au bout de 2 semaines, ça avait explosé. C'est-à-dire que le premier buzz, je l'ai eu en 2 semaines. Et là, je peux te dire que le sentiment, il est puissant. Il est puissant. Et ça, je souhaite à n'importe qui de le ressentir. Parce qu'après être passé par 6 mois de galère, avoir vaincu ma peur de parler face à une caméra, de m'exprimer en public. Et de t'exposer aussi face à tes de proches. m'exposer face à des gens qui me connaissent. Sur un... Alors qu'en plus, j'avais fait HEC, tu vois. HEC, c'est pas une voie qui est populaire d'aller créer du contenu. Je suis d'ailleurs un des seuls à créer du contenu en ayant fait HEC. Mais c'est ça qui est génial. C'est que ça rend je trouve que ça rend ton parcours encore plus unique, tu vois. Mais ce qui est intéressant dans ton histoire, c'est qu'on aurait tendance, je pense que dans beaucoup de cas, on aurait tendance à se focaliser sur les 2 semaines où t'es arrivé sur TikTok et bam, t'as ton premier contenu qui explose. Alors qu'en fait, il faut se rendre compte qu'il y a 6 mois de travail derrière sur Instagram, 6 mois où tu t'exposes tous les jours. Quand tu le vois d'un œil extérieur, tu te dis putain, le mec il est sorti de nulle part. Et il a fait un carton TikTok. rapidement, ça s'est fait en une nuit. C'est ça. Oui, ça s'est fait en une nuit. Sauf qu'il y avait 6 mois de préparation derrière. C'est ça, exactement. Ouais. Il y avait 3 ans de comprendre comment les pubs fonctionnent, comment la vidéo fonctionne. Exactement. Donc ouais, il y a du taf derrière. Énormément de taf. Les succès d'une nuit, ça n'existe pas. Non, ça n'existe pas. Derrière un succès, il y a toujours énormément de préparation, de travail, et c'est important de s'en rendre compte, parce que je pense que même d'un point de vue extérieur, les gens voient TikTok et ils se disent « Ah, bah c'est facile, tu fais juste des vidéos un peu comme tout le monde et ça va marcher, quoi. » Mais... Bah ça, c'est le gros sujet. C'est comme l'art contemporain. Tu vois, oui, moi aussi, je peux te scotcher une banane sur un cadre et vendre ça des millions. Sauf que non, tu ne peux pas. Déjà parce que t'es pas prêt à passer les 10 prochaines années de ta vie à scotcher des bananes sur des tableaux. C'est pareil pour TikTok, tu vois. Tout le monde se dit oui, moi aussi je peux faire un TikTok. Sauf qu'en fait non, tu peux pas. Déjà parce que tout le monde n'ose pas se montrer. Tout le monde n'aura pas la résilience pour le faire pendant 6 mois alors que ça fonctionne pas. Puis le jour où ça marche, continue à le faire. C'est vrai. Se réinventer, trouver les idées. Et c'est vachement naïf de penser que c'est quelque chose de simple. Ah, c'est pas simple du tout, et c'est vrai que... Pour autant, c'est pas hors de portée. Exactement. Et moi, je suis convaincu que n'importe qui peut y arriver. Mais à condition de justement jeter cette idée que ça va être facile, que ça va être immédiat. Et d'arrêter de voir le succès comme quelque chose qui se débloque en une soirée. Ouais, c'est vrai. Ok, j'ai une dernière question pour terminer le podcast. C'est quoi ta vision du succès ? Comment est-ce que tu vois le succès ? Pour toi, c'est quoi quelqu'un qui a réussi ? Ça ressemble à quoi ? Je vais repartir à quand j'étais petit, parce que je pense que c'est ultra important d'être... C'est un travail que je suis en train de faire en ce moment, c'est d'essayer de comprendre ce que j'étais quand j'étais petit, pour essayer de me reconnecter à ça et d'essayer de comprendre ce que ce petit enfant il voulait. Et moi, quand j'étais petit, je comprenais vraiment pas le monde dans lequel on vivait. Je comprenais pas les injustices. J'étais le genre de gosse infernal qui posait des questions trop compliquées à ses parents. Genre, quand j'avais 6 ans, je me questionnais sur qu'est-ce qu'on fait sur cette terre, c'est quoi le sens de la vie, c'est quoi la place des gens dans le monde, quel est ton combat, quelle est ta mission, quel est ton truc. À 8 ans, j'ai compris que mes parents m'apporteraient pas de réponse là-dessus. Ils ont vraiment essayé, mais ils m'ont pas convaincu en tout cas avec leurs réponses. Et moi, mon job aujourd'hui, c'est de comprendre comment le monde marche. C'est ça qui m'intéresse. Avoir cette vision de l'entrepreneur dont on parlait tout à l'heure, qui est à la fois très macro, comprendre le futur, vers quoi le monde va, quels sont les grands équilibres, et une vision très micro,
comprendre la personne que j'ai en face de moi. Pourquoi est-ce qu'elle fait ce qu'elle fait aujourd'hui, quelles sont ses aspirations, ses rêves, qu'est-ce que je peux lui apporter, tout ça. Et je prends beaucoup de plaisir déjà à faire ça. Et je pense que si je réussis à partager en fait mes recherches sur le sujet, ma compréhension du sujet. Moi aujourd'hui mon thème c'est l'entrepreneuriat, c'est la tech, et ça me donne un prisme ultra intéressant sur le monde parce que ça me permet de comprendre le futur. Ouais. Et ça m'intéresse. Et justement si je peux partager cette vision-là aujourd'hui et donner les outils à plein de gens pour que eux comprennent à leur tour ce qui se passe, le monde dans lequel ils vivent, comment ils peuvent utiliser cet enseignement pour avoir plus de pouvoir dans leur vie, pour être plus heureux, pour être plus fiers d'eux. Je dirais que c'est ça ma vision du succès. C'est un grand accomplissement de réussir même à impacter une seule personne dans ça, c'est énorme, je trouve. Que quelqu'un puisse se sentir... En anglais, ils ont un bon mot pour ça. On dit empower someone. C'est vraiment le fait de donner du pouvoir à quelqu'un et que cette personne se sente plus puissante envers elle-même grâce à ça. C'est clair, mais le pouvoir, c'est un peu un gros mot en français. C'est-à-dire qu'on pense aux politiques qui ont du pouvoir sur les gens, qui manipulent. Très machiavélique. Le pouvoir, c'est une notion extrêmement positive. Avoir du pouvoir sur ta vie, ça veut dire faire ce que tu as envie de faire. Exactement. Avoir les capacités de changer ta vie, celle de ta famille, celle des gens autour de toi, potentiellement pour le mieux. C'est tout ça le pouvoir. Ouais, c'est vrai. Je vois que tu as les 48 lois du pouvoir dans ta bibliothèque de Robert Greene. Ça, c'est vraiment un petit peu une bible du développement personnel, ce livre. Qui est un super bouquin que je recommande. Ouais. 48 lois du pouvoir, les amis. Allez regarder. Écoute, ça m'a fait trop plaisir de faire ce podcast avec toi. C'était trop bien. N'hésitez pas à aller retrouver Dorian sur Instagram, c'est follow Dorian. De toute façon, je vais mettre ses pseudos sur la description du podcast. Sur TikTok, Instagram, t'es sur YouTube aussi, je crois, non ? J'ai quelques shorts, mais pas sur du format long. Ok. Donc plutôt TikTok, Instagram. TikTok, Instagram. Moi, je mettrai tes pseudos. Merci à toi. Merci beaucoup, Mariam. Merci, c'était trop bien.